Pauillac, novembre 2018, 3h17 du matin. Le corps d'une femme gisait au pied de l'escalier du domaine Beaumont. Le marbre blanc buvait lentement le sang, comme si la maison, enfin, respirait. À l'intérieur, tout s'était figé. Seule l'horloge du grand salon, la même qui avait rythmé les naissances et les funérailles de la famille, continuait de battre, chaque seconde résonnant comme une condamnation. Elle respirait encore, faiblement. Le parfum de jasmin se mêlait au fer du sang et au froid de la nuit. Un instant, elle pensa qu'elle méritait peut-être cette fin. Puis, elle se souvint, non, elle n'était pas la coupable. Dans sa main, une enveloppe froissée. Dans un coin, un cachet ancien. 1983, l'année où tout avait commencé. L'année où le nom Anastasia avait été inventé. Les sons de la maison s'effaçaient peu à peu. Et, juste avant que l'obscurité ne l'engloutisse, une voix résonna dans sa mémoire. Tu m'appartiens, tu l'as toujours été. Les sirènes étaient encore loin. Mais le destin des Beaumont, lui, était déjà scellé. Le nom Beaumont apparaissait sur des étiquettes que les collectionneurs payaient là 15 000 € la bouteille. Édouard Beaumont, 68 ans, incarnait le vieil argent français. Éducation à HEC Paris. Membre du Jockey Club. Collectionneur d'art avec 3 monnaies authentiques dans son salon privé. Son appartement haussmannien, avenue Foch, 400 mètres carrés, donnant sur l'Arc de Triomphe, valait à lui seul 28 millions d'euros. Mais ce jour de novembre 2018, quelque chose d'étrange troublait la perfection habituelle. Anastasia Beaumont-Volkonski, 42 ans, l'épouse d'Édouard, se tenait dans la bibliothèque du domaine. Bibliothèque où des éditions originales du XVIIIe siècle côtoyaient d'encre et des manuscrits que la Bibliothèque nationale convoitait. Elle portait un tailleur Chanel, la collection automne qui ne serait en boutique que dans 3 mois, et le bracelet Cartier que sa mère lui avait légué, platine et diamant. Assuré pour 340 000 €, elle regardait une enveloppe qui n'aurait jamais dû exister. Anastasia était connue dans tout le 16e arrondissement comme la mondaine parfaite, présidente du conseil d'administration de 3 œuvres de charité. Son nom apparaissait mensuellement dans les pages Société du Figaro, Fashion Week de Paris en première ligne, gala à l'Opéra Garnier où sa table coûtait 60 000 €. Pour le monde extérieur, elle était née Volkonski, vieille noblesse russe, réfugiée en France après la Révolution. Elle avait épousé Édouard Beaumont à 24 ans, apportant son propre pédigré à une union déjà prestigieuse. Mais ce matin-là, regardant cette enveloppe avec un tampon postal de 1983, Anastasia savait que tout était mensonge. Son téléphone vibra. Un message de son fils, Alexandre, 28 ans. « Maman, grand-père veut te voir. Urgent. Il a l'air bizarre. » Édouard Beaumont, qui paraissait bizarre, n'était jamais bon signe. L'homme qui contrôlait tout, le domaine, la fortune de 180 millions d'euros, la réputation familiale sur 4 générations, ne perdait jamais son sang-froid. Anastasia monta l'escalier en marbre vers le bureau privé d'Édouard. Chaque marche valait 8 000 €. Le lustre baccarat au-dessus d'elle, 1/4 million. La richesse était tellement omniprésente qu'elle en devenait invisible. Elle frappa, pas de réponse. Elle ouvrit la porte. Ce qu'elle vit la glaça. Édouard était assis à son bureau Louis XVI, celui qui avait appartenu à un baron du rail, acheté aux enchères chez Drault pour 890 000 €. Mais ce n'était pas son expression qui choquait Anastasia. C'étaient les documents étalés devant lui. Des photos, vieilles, jaunies, certaines datant de décennies. Et sur chaque photo, une petite fille qui ressemblait exactement à Anastasia enfant. Sauf qu'Anastasia n'avait aucun souvenir d'avoir été cette petite fille. « Tu as trouvé l'enveloppe ?» dit Édouard. Pas une question, une constatation. Sa voix était étrange, calme, trop calme, comme s'il discutait du menu du dîner et non de quelque chose qui allait vite faire exploser 4 décennies de mensonges. « Qui suis-je vraiment ?» demanda Anastasia. Édouard se leva, s'approcha de la fenêtre donnant sur les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. Son empire, son héritage, sa prison dorée. « Tu t'appelais Suzanne », dit-il finalement. « Suzanne Shipman. Ta mère était une femme que j'ai épousée brièvement dans les années 70, sous un faux nom, quand j'étais en fuite. » Anastasia sentit le monde basculer. En fuite ? De quoi ? Le silence qui suivit dura une éternité. Les secrets ont une odeur,
Dans les familles à haut d'élite, on apprend à ne pas la sentir. On sourit pour les photos, on trinque au champagne millésimé et on fait semblant que la pourriture sous le parquet Versailles n'existe pas. Revenons 3 mois plus tôt, août 2018. Le domaine Beaumont accueillait son gala annuel de charité. C'était l'événement de la saison bordelaise. 200 invités triés sur le volet. Députés, magnates de l'industrie viticole, collectionneurs d'art internationaux, les cartons d'invitation, gravés sur papier coton, dorure à la feuille, étaient bons des objets de collection en soi. Le dress code, tenue de soirée. Ce qui signifiait, dans ce cercle, robe de couture à 6 chiffres et smoking sur mesure de Savile Row. Les bijoux portés ce soir-là totalisaient probablement 50 millions d'euros. Assurés, bien sûr. Tout était toujours assuré. Anastasia circulait entre les invités avec la grâce d'une ballerine. Sourire parfait, conversation parfaite. Elle portait une robe Valentino, pièce unique créée spécialement pour elle, et les diamants Cartier qui avaient appartenu à sa grand-mère russe. Mensonge. Tout était mensonge. Édouard se tenait près du bar, où l'on servait du Krug 1998 et du Château Margaux 1995. Il riait avec un ministre, discutait exportation avec un acheteur chinois, le patriarche parfait, l'aristocrate viticole irréprochable. Mais Marguerite, la gouvernante en chef qui travaillait pour les Beaumont depuis 18 ans, remarqua quelque chose, la façon dont Édouard touchait le bras d'Anastasia. Pas comme un mari touche sa femme, différemment, possessivement, comme on tient un objet précieux qu'on refuse de lâcher. La façon dont Anastasia se raidissait sous ce toucher. Une micro-expression de malaise qui disparaissait immédiatement, remplacée par le sourire mondain habituel. Marguerite avait vu beaucoup de choses en 18 ans. Les disputes derrière les portes closes, les appels téléphoniques étranges à 3 heures du matin, les nuits où Anastasia pleurait dans sa chambre. Marguerite l'entendait en nettoyant le couloir, mais elle ne disait jamais rien. C'était la règle d'or du personnel d'élite. On voit tout, on dit rien. La discrétion valait son salaire de 120 000 euros annuels, plus logement, plus avantages. Ce soir-là, pourtant, Marguerite vit quelque chose qui changea tout. Alexandre, le fils d'Anastasia et petit-fils officiel d'Édouard, avait trop bu. À 28 ans, il avait le pédigré parfait. HEC Paris comme son grand-père. Stage chez LVMH, destiné à reprendre le domaine viticole un jour. Mais Alexandre avait ses démons, une addiction à la cocaïne qu'il cachait soigneusement, des crises d'anxiété que personne ne mentionnait jamais. À minuit, Marguerite le trouva dans la bibliothèque, fouillant dans le bureau d'Édouard. « Monsieur Alexandre ?» dit-elle doucement. Il se retourna, les yeux rouges. « Marguerite, je cherche des documents sur ma mère, sur qui elle était vraiment avant d'épouser grand-père. Pourquoi maintenant ?» Alexandre hésita. Puis sortit son téléphone, montra un message reçu 3 jours plus tôt. Un message anonyme, pas de numéro. Juste des mots qui glaçaient l'âme et le sang. « Ta mère n'est pas qui tu crois. Demande-lui son vrai nom. Demande-lui d'où elle vient vraiment. Demande-lui pourquoi elle n'a aucune photo d'avant ses 12 ans. » Marguerite sentit quelque chose se briser en elle. Cette loyauté de 18 ans, ce silence bien payé. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, » murmura-t-elle. Et elle raconta les nuits où elle avait entendu Anastasia sangloter. « Je veux juste me souvenir. Pourquoi je ne me souviens de rien ?» Raconta les disputes où Édouard disait « Tu m'appartiens. Tu as toujours été à moi. Tu le seras toujours. » Raconta le jour où, nettoyant le coffre-fort du bureau pendant qu'Édouard était à Paris, elle avait trouvé un dossier rempli de photos d'une petite fille qui ressemblait exactement à Anastasia. Mais le nom sur les documents n'était pas Volkonski, c'était Chipman, Suzanne Chipman. Le portable d'Alexandre vibra. Un message, cette fois de son grand-père. Bureau, maintenant. Ne fais pas attendre les invités. Alexandre regarda Marguerite. Tous deux comprirent. Le temps des secrets était terminé. Le temps de la vérité arrivait. Et avec elle, quelque chose d'irréversible. Ce soir-là, au dîner familial après le départ des invités, Anastasia portait toujours sa robe Valentino, mais elle avait retiré les diamants Cartier, les avait posés sur la table, devant Édouard. Ils n'ont jamais appartenu à une grand-mère russe, n'est-ce pas ? dit-elle.
Le silence autour de la table, en acajou, acheté chez Sotheby's pour 1 200 000 €, était assourdissant. Alexandre observait. Marguerite, servant le dessert, écoutait. Et Édouard comprit que tout allait s'effondrer. 4 décennies de construction minutieuse, les mensonges parfaitement orchestrés, d'identités fabriquées. « Qui suis-je » demanda Anastasia, voix tremblante mais déterminée. « Qui étais-je avant que tu ne m'enlèves, avant que tu ne détruis ma mémoire, avant que tu ne fasses de moi ta... » Elle ne termina pas, ne pouvait pas dire le mot. Pas devant Alexandre, pas devant Marguerite. Édouard se leva lentement, s'approcha de la fenêtre donnant sur les vignobles illuminés par la lune. « Tu étais personne, » dit-il froidement, « une enfant abandonnée par une criminelle. Je t'ai donné tout, le nom Beaumont, cette vie, ce château, cette richesse. Tu m'as volé mon identité, » cria Anastasia, perdant enfin son sang-froid parfait. Et puis, l'impensable arriva. Alexandre se leva, marcha vers son grand-père et dit d'une voix qu'aucun d'eux ne lui connaissait: « Marguerite m'a tout raconté, les photos, les documents, Chipman. » Édouard se retourna. Son visage était devenu cendreux. « Alexandre, tu ne comprends pas. Je comprends qu'on vit dans un mensonge depuis 28 ans. Je comprends que ma mère n'est pas ta femme. Je comprends que tu es un monstre. » Le mot resta suspendu dans l'air. Monstre. Dans un salon où chaque objet respirait la civilisation, la culture, le raffinement. Monstre. Édouard fit quelque chose que personne n'avait jamais vu. Il sourit, un sourire froid, calculé, terrifiant. « Alors que proposes-tu, Alexandre? Appeler la police? Détruire le nom Beaumont? Perdre les 180 millions d'euros d'héritage? Voir ton nom dans tous les tabloïds de France? » Alexandre hésita. Et dans cette hésitation, Édouard vit sa faiblesse. « C'est bien ce que je pensais. Tu aimes de trop le privilège pour le sacrifier sur l'autel de la vérité. » Ce soir-là, chacun rentra dans sa chambre en silence. Mais aucun ne dormit. Anastasia fixait le plafond, réalisant que sa vie entière était une construction, un mensonge élaboré par un prédateur. Alexandre contemplait son reflet, se demandant qui il était vraiment, si sa mère n'était pas sa mère, si son grand-père était aussi son père. Marguerite, dans sa chambre du personnel, savait qu'elle avait ouvert la boîte de Pandore et se demandait si elle en sortirait vivante. Et Édouard faisait 3 appels téléphoniques. Le premier à son avocat en Suisse, spécialisé en droit pénal international. Le deuxième à un détective privé dont les méthodes n'étaient pas toujours légales. Le troisième à un numéro qui n'apparaissait dans aucun registre. Ce dernier appel dura 47 secondes. Ces 47 secondes allaient décider qui vivrait et qui mourrait dans les prochaines semaines. Parce qu'Édouard Beaumont n'avait pas construit un empire en 180 millions d'euros en acceptant la défaite. Et il ne commencerait certainement pas maintenant. Il y a un moment précis où une dynastie bascule. Pour les Beaumont, c'était le 14 octobre 2018 à 21h47. Le moment où Anastasia a trouvé ce qu'elle n'aurait jamais dû trouver, dans un endroit où elle n'aurait jamais dû chercher. 2 mois avaient été passés depuis le gala et la confrontation. 2 mois de silence tendu, de sourires forcés aux dîners familiaux, d'apparence massoire de maintenue pour le personnel, les associés, le cercle social. Mais sous la surface polie, quelque chose pourrissait. Alexandre avait embauché son propre détective, discrètement, payé en liquide via un compte offshore que son grand-père ne surveillait pas. Le détective avait trouvé des choses horribles, des preuves de qu'Édouard Beaumont n'était pas son vrai nom, qu'il s'appelait autrefois Franklin Delano Floyd, qu'il avait été condamné en 1962 aux États-Unis pour enlèvement et agression d'une enfant de 4 ans, qu'il s'était évadé, qu'il avait traversé l'Atlantique avec une fausse identité, qu'il avait épousé une femme américaine nommée Sandy Chipman sous le nom de Brandon Williams, qu'il avait pris ses 4 enfants quand elle était en prison, qu'il avait placé 3 d'entre eux dans différents services sociaux et gardé le 4e, Suzanne, une petite fille de 6 ans, qui deviendrait Tania, puis Sharon, puis Anastasia, sa mère. Alexandre avait vomi en lisant le rapport. Vomi dans les toilettes en marbre de son appartement du 8e arrondissement. 4 000 € le mètre carré, payé par le fonds fiduciaire établi par Édouard. Tout était souillé, tout était construit sur l'horreur. Le 14 octobre, Alexandre était retourné au domaine. Il devait confronter son grand-père,
Il devait forcer la vérité. Il devait sauver sa mère. Mais pour comprendre pourquoi cette nuit-là a explosé, il faut revenir en arrière, 6 mois plus tôt, quand les premiers appels anonymes ont commencé. Quelqu'un savait, quelqu'un qui avait travaillé pour les Beaumont dans les années 90, quelqu'un qui avait vu Anastasia avant qu'elle ne devienne officiellement Anastasia Volkonski. Cette personne appelait, laissait des messages. « Je sais qui elle est, vraiment. Je sais ce que vous avez fait. Je vais parler. » Édouard avait d'abord ignoré les appels, puis il avait essayé de payer, envoyer 500 000 € via des comptes offshore. Le chantage s'était arrêté pendant 2 mois, puis avait repris, cette fois pour 5 millions d'euros. Édouard avait compris, ce n'était pas juste de l'argent, c'était une destruction progressive, une torture psychologique. Alors il avait fait ce qu'il faisait toujours quand l'argent ne suffisait pas. Il avait éliminé le problème. L'ancien employé avait eu un accident, tombé d'un balcon à Nice, mort instantanément. Police avait conclu à une intoxication alcoolique, affaire classée. Mais quelqu'un d'autre savait, quelqu'un avait vu, quelqu'un avait des preuves, et cette personne avait contacté Alexandre. Revenons à cette nuit du 14 octobre. Maintenant, vous comprenez pourquoi il n'y avait plus de retour en arrière possible, pourquoi Alexandre était déterminé, pourquoi Édouard était dangereux. À 21h47, Anastasia était dans le bureau d'Édouard. Il était sorti dîner avec des investisseurs japonais au Bordeaux Wine Bar, un établissement qu'il possédait partiellement. Il ne rentrerait pas avant 23h. Elle avait la combinaison du coffre-fort, l'avait observé des dizaines de fois pendant 18 ans de mariage. Édouard était méthodique mais arrogant. Il ne pensait pas qu'elle oserait. Le coffre contenait ce qu'elle attendait, et pire, des documents. Son véritable acte de naissance, Suzanne Marie Chipman, née le 6 septembre 1976 à Wilmington, Caroline du Nord, pas Anastasia Volkonski, née en 1976 à Saint-Pétersbourg. Des photos, elle enfant, avec une femme qui devait être sa vraie mère, Sandy Chipman, une femme au visage fatigué, aux yeux tristes. Des lettres de Sandy cherchant désespérément ses enfants perdus, datées de 1981, 1985, 1992, toutes interceptées, toutes cachées, et autre chose, quelque chose qui glaça le sang d'Anastasia, un journal, le journal d'Édouard, commencé en 1978, couvrant 40 ans. Il y détaillait tout, comment il avait pris Suzanne, comment il l'avait formée à être sa fille parfaite, comment, quand elle avait eu 18 ans, il lui avait fait comprendre qu'elle lui appartenait, comment le mariage en Suisse n'était qu'une formalité pour donner du vernis légal à leur relation, comment Alexandre avait été conçu, pas par amour, mais par contrôle, par possession. Anastasia lisait, les larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. Maquillage fait par une professionnelle venue du Bristol ce matin même. 800 € la session. Elle lisait son cauchemar écrit à la main, en encre bleue, avec la précision d'un comptable détaillant des transactions. Personne ne se réveille en décidant de détruire une vie. C'est une accumulation, goutte après goutte, mensonge après mensonge, jusqu'au moment où ça ne l'est plus, jusqu'au moment où il n'y a plus d'autre choix. Pour Anastasia, ce moment était maintenant. Elle photographia chaque page avec son iPhone, envoya les photos à Alexandre, à Marguerite, à l'avocat qu'elle avait secrètement consulté 3 semaines plus tôt. Puis elle prit le journal, le glissa dans son sac Hermès Birkin. 45 000 €, cadeau d'anniversaire d'Édouard l'année précédente. Elle allait partir, quitter le domaine, quitter cette vie, quitter cet homme qui lui avait volé son enfance, son identité, son existence entière. À 22h03, elle descendait l'escalier en marbre. À 22h104, elle entendait le bruit d'une voiture, le moteur familier de la Bentley Continental d'Édouard. Il était rentré tôt. Anastasia se figea, le journal dans son sac, les preuves sur son téléphone, nulle part où se cacher. Édouard entra, vit son expression, vit son sac, comprit immédiatement. « Tu es allé dans le coffre. » Pas une question, une accusation. Anastasia ne répondit pas, ne pouvait pas répondre. Édouard s'approcha, lentement, comme un prédateur. 68 ans, mais toujours fort, toujours imposant. Où est le journal? Je l'ai détruit, mentit Anastasia. Menteuse. Il tendit la main. Donne-le-moi. Non. Ce mot, ce simple mot. Le premier non qu'elle lui avait dit en 40 ans.
Quelque chose passa dans les yeux d'Édouard, quelque chose de froid, de final. « Tu ne comprends pas ce que tu viens de faire, » dit-il calmement. « Tu ne comprends pas ce que ça va coûter, pas seulement à moi, à toi, à Alexandre, au nom Beaumont. » « Le nom Beaumont est un mensonge, » répondit Anastasia, trouvant enfin sa voix. « Tout est un mensonge. Tu es un mensonge. » Le portable d'Édouard vibra. Un message. Il le regarda. Son visage devint cendreux. Alexandre venait d'envoyer les photos du journal à 15 contacts. Journalistes, avocats, police. Le scandale n'était plus une menace. C'était une réalité, imminente, inévitable. Édouard regarda Anastasia, et pour la première fois, en 40 ans, elle vit de la peur dans ses yeux. Pas peur de la prison, pas peur des conséquences légales, peur de la destruction de son nom, de son héritage, de tout ce qu'il avait construit. « Tu as tout détruit », murmura-t-il. Et dans ce murmure, Anastasia entendit la menace. Elle tourna les talons, courut vers la porte, sortit dans la nuit fraîche d'octobre. Les vignobles s'étendaient autour d'elle, magnifiques sous la lune. Parfait, impeccable. Elle ne les reverrait jamais parce que quelqu'un la suivait, quelqu'un qui ne pouvait pas laisser les preuves sortir du domaine, quelqu'un qui avait trop à perdre. À 22h15, Édouard passa 3 appels. Le premier à son avocat suisse, prépare une stratégie de crise maximale. Le deuxième à son détective privé, localise tous les destinataires de ses photos. Maintenant, le troisième, personne ne sait vraiment. Un numéro effacé immédiatement après. Un appel de 31 secondes. Mais ce coup de fil allait sceller le destin de quelqu'un cette nuit-là. Voilà. Quand le personnel trouverait Anastasia le lendemain matin, elle serait au pied des escaliers extérieurs du château. Inconsciente, blessure massive à la tête, son sac Hermès ouvert, son contenu éparpillé. Accident, dirait-on d'abord. Elle avait trébuché dans l'obscurité. Les talons louboutins à 1200 €, c'est traître. Mais Marguerite remarquerait quelque chose que personne d'autre ne verrait. Les escaliers n'étaient bien pas mouillés. Anastasia ne sentait pas l'alcool et son téléphone avait disparu. Quelqu'un avait pris son iPhone, quelqu'un qui voulait effacer les preuves. Et Anastasia, dans le coma à l'hôpital privé de Bordeaux, où une nuit coûtait 8000 €, ne se réveillerait jamais pour raconter ce qui s'était vraiment passé. Personne ne se réveille en décidant de devenir un meurtrier. C'est une accumulation de justification, de rationalisation, de la conviction absolue que vous n'avez pas le choix, que vous protégez quelque chose de plus grand que la vie d'une personne. Pour Édouard Beaumont, cette conviction était son héritage, son nom. 4 générations de respectabilité qu'il ne laisserait pas une femme, même celle qu'il avait créée, détruire. L'hôpital privé Saint-Augustin, à Bordeaux, sentait l'antiseptique de luxe et le désespoir discret. C'était là que l'élite française venait mourir avec dignité. Chambre privée avec vue sur la Garonne. Draps en coton égyptien, 1000 fils. Service de conciergerie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Anastasia était en soins intensifs. Coma artificiel. Les médecins parlaient d'ABD, de traumatisme crânien sévère, de pronostic réservé, de prochaines 48 heures. Alors soit le critique. Édouard se tenait à son chevet. Pour les infirmières, il était l'époux dévoué, cheveux argentés, parfaitement coiffés. Costume Brioni à 8000 €. Montre Patek Philippe qui valait plus que la plupart des voitures. Il tenait la main d'Anastasia, la caressait même. Mais ses yeux étaient vomis, froids, calculateurs. Il pensait aux options, aux solutions, aux 2 façons de contrôler le récit. Les photos du journal étaient remis dehors. Alexandre les avait envoyées, mais à qui exactement? À combien de personnes? Édouard devait le savoir. Son détective privé, un ancien officier de la DGSI qui savait comment obtenir des informations discrètement, travaillait déjà. Traçage des destinataires, évaluation des menaces, préparation de contre-mesures. L'avocat suisse, Maître Fontaine, était en route. Il arriverait à 6 heures du matin avec une équipe de 3 autres avocats spécialisés. Droit pénal international, diffamation, protection des données. Il coûtait 15 000 € par jour collectivement. Mais Édouard avait un problème plus immédiat. Alexandre, son petit-fils, son fils, l'héritier qui venait de trahir la famille. À 23h47, Alexandre entre dans la chambre d'hôpital. Il avait les yeux rouges, pas juste de larmes, de cocaïne aussi. Il craquait sous la pression. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» demanda-t-il, voix tremblante. Édouard se tourna lentement,
Je n'ai rien fait. Ta mère a eu un accident tragique. Les escaliers étaient gartes et glissants. Elle portait des talons. Mensonge. Prouve-le. Le mot resta suspendu. Prouve-le. Le défi ultime. Parce qu'Édouard savait qu'Alexandre ne pouvait pas. Pas de témoins, pas de caméra. Édouard avait fait réparer le système de sécurité l'après-midi même, soi-disant pour une maintenance. Les enregistrements de cette nuit n'existaient pas. Les photos du journal, dit Alexandre. Je les ai envoyées à des journalistes, à des avocats, à la police. Ton monde va s'effondrer. Édouard sourit, ce sourire froid qui glaçait le sang. Alexandre, mon cher Alexandre, tu crois vraiment que quelques photos vont détruire ce que j'ai construit? Tu crois que des accusations d'il y a 40 ans, sans preuve de physique, sans témoins vivants, vont tenir devant un tribunal français? Il s'approcha, posa une main sur l'épaule d'Alexandre, comme un grand-père affectueux. Mais la pression était forte, presque douloureuse. Laisse-moi t'expliquer comment le monde fonctionne réellement, pas celui de tes livres HEC, le vrai monde. J'ai des amis au ministère de la Justice, des gens qui doivent leur carrière aux donations du domaine Beaumont. J'ai des avocats qui ont gagné des cas impossibles. J'ai des contacts dans chaque journal français qui comptent. Et toi, tu as des photos, floues, des documents qui pourraient sans être des faux, un journal qui pourrait être une fiction, des allégations invérifiables contre un homme respectable de 68 ans. Alexandre recula, réalisant soudain l'ampleur de ce contre quoi il se battait. « Tu ne peux pas effacer la vérité, murmura-t-il. Je n'ai pas besoin de l'effacer. Je dois juste la rendre douteuse, la noyer dans des contre-expertises, des témoignages contradictoires, des procédures légales qui dureront des années. » Édouard retourna vers le lit d'Anastasia. « Et pendant ce temps, ta mère restera ici, dans le coma, sous ma garde légale en tant qu'époux, avec des médecins que je paie. » Le sous-texte était clair, terrifiant. Alexandre sortit en courant, vomit dans les toilettes du couloir. Toilettes en marbre avec robinetterie dorée. Même l'horreur avait lieu dans le luxe. Il appela Marguerite. Il va la tuer. Il va débrancher les machines. Faire passer ça pour une décision médicale. Alors nous devons agir maintenant, répondit Marguerite. J'ai quelque chose qu'il ne sait pas que j'ai. Quoi? Un enregistrement de cette nuit. Mon téléphone était dans ma poche quand j'ai entendu la dispute. J'ai enregistré tout. Le cœur d'Alexandre bondit. Tu l'as dit à quelqu'un? Pas encore. Je voulais d'abord m'assurer que Madame Anastasia était en sécurité. Mais maintenant, envoie-le à la police, aux journalistes, à tous ceux qu'Alexandre avait contactés. À 2h34 du matin, l'inspecteur Moreau de la police judiciaire de Bordeaux reçut un fichier audio. Il le réécoute 3 fois, puis appela son supérieur. À 6h18, une équipe de police arriva à l'hôpital Saint-Augustin. Édouard était toujours au chevet d'Anastasia. Il avait commandé un café, un vrai espresso italien préparé par la machine Marzocco de 12 000 € de l'hôpital. Il ne vit pas venir l'arrestation. Édouard Beaumont, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, séquestration et, l'inspecteur consulta ses notes, enlèvement d'enfants, agression sur mineur, fraude d'identité. Le café tomba, se répandit sur le sol en marbre, tache sombre sur la perfection blanche. Édouard ne résista pas, ne dit rien, savait que tout ce qu'il dirait serait utilisé contre lui. Mais en passant devant Alexandre dans le couloir, escorté par 2 policiers, il murmura 4 mots. « Tu vas tout perdre ». Alexandre comprit. L'héritage, les 180 millions d'euros, le domaine, le nom. Tout était attaché à Édouard. Si Édouard tombait, tout tombait. La dynastie Beaumont, construite sur 170 ans de travail, de respectabilité, de vin vendu aux 4 coins du monde, allait s'effondrer en quelques jours. Et Alexandre, qui avait voulu la vérité, réalisait maintenant le prix de cette vérité. Était-il prêt à le payer? Pendant ce temps, dans sa chambre d'hôpital, Anastasia ouvrit les yeux pour la première fois en 36 heures. Les médecins appelèrent pour ça un miracle. Marguerite, assise à son chevet depuis l'arrestation d'Édouard, savait mieux. Ce n'était pas un miracle. C'était la première étape d'une longue, douloureuse renaissance. Anastasia murmura un seul mot, Suzanne, son vrai nom, le nom qu'on lui avait volé 42 ans plus tôt. Elle redeviendrait Suzanne. Mais d'abord, elle devrait survivre à ce qui suivrait, parce que l'enregistrement de Marguerite contenait plus que la dispute de cette nuit-là. Il contenait quelque chose d'autre, quelque chose dit en arrière-plan, par Édouard, au téléphone.
le problème de Nice est réglé, comme je l'avais demandé. L'ancien employé, celui qui était tombé de son balcon, ce n'était pas un accident, c'était un meurtre commandité, et la police venait de le découvrir. Les 72 heures suivantes vont vous glacer le sang. Non pas à cause de la violence, il n'y en a pas eu, pas vraiment, mais à cause du calcul, du sang-froid, de la certitude absolue qu'un homme de 68 ans avait que son argent, son pouvoir, son nom suffirait à effacer 4 décennies de crimes. Il ne suffisait pas. L'arrestation d'Édouard Beaumont fit l'effet d'une bombe dans le monde viticole bordelais, puis dans tout Paris, puis dans toute la France. Le Figaro titre « Dynastie vinicole Beaumont, scandale d'enlèvement et tentative de meurtre. Libération plus directe. Le monstre du Médoc, 40 ans de mensonges derrière les vignes. Les chaînes d'information continuent montrées dans le domaine en boucle. 120 hectares de perfection. Château du 19e siècle. Cave millésimée. Et maintenant, scène de crime. Les avocats d'Édouard travaillaient 24 heures sur 24. Maître Fontaine coordonnait 6 cabinets différents. Paris, Genève, Londres. Stratégie multijuridictionnelle. Attaque sur tous les fronts. Mais ils avaient un problème. L'enregistrement de Marguerite. On y entendait clairement Édouard dire à Anastasia « Tu m'appartiens, tu as toujours été à moi, depuis que tu avais 6 ans. » Puis le bruit d'une dispute, un cri, le son d'un corps tombant. 37 secondes qui détruisaient toute défense d'accident. Puis, cerise sur le gâteau, le problème de Nice est réglé. L'affaire de Nice fut rouverte immédiatement. Philippe Mercier, 54 ans, ancien chef de cave du domaine Beaumont entre 1994 et 1998, était tombé de son balcon 3 mois plus tôt après avoir commencé à faire du chantage. La police trouva ce qu'elle n'avait pas cherché la première fois, des traces de lutte, un verre contenant des résidus de somnifères, une caméra de voisin montrant 2 hommes quittant l'immeuble à 3 heures du matin. Le détective privé d'Édouard et un associé non identifié. Le détective fut arrêté, tente de négocier l'immunité. Par là, Édouard avait payé 500 000 € pour éliminer Mercier. Viré depuis un compte aux îles Caïmans, le détective avait fait le travail, proprement, avait-il dit, comme un accident. Sauf que ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Commandité, prémédité. Édouard faisait maintenant face à sa tentative de meurtre sur Anastasia, meurtre de Philippe Mercier, enlèvement de Suzanne Shipman en 1982, agression multiple sur mineurs, fraude d'identité sur 40 ans, falsification de documents officiels. Les avocats calculèrent, même avec les meilleurs de défense, même avec les meilleurs arguments, ils parlaient de perpétuité. Maître Fontaine rencontra Édouard en prison, la prison de Gradignan, où les prévenus de crimes majeurs attendaient sans de leur procès. Pas le Ritz, pas le Meurice, une cellule de 9 mètres carrés. Nous pouvons négocier, dit Fontaine, plaider coupable pour certaines charges, obtenir une réduction de peine. Jamais, répondit Édouard. Je ne plaiderai jamais coupable. Je ne donnerai jamais cette satisfaction. Édouard, vous risquez la perpétuité. Vous avez 68 ans. Vous mourrez en prison. Alors je mourrai en prison. Mais avec mon nom, avec ma dignité. Fontaine comprit. Ce n'était pas de la fierté normale. C'était de la pathologie. Édouard préférait mourir derrière les barreaux que d'admettre qu'il avait eu tort. Pendant ce temps, Anastasia Suzanne se rétablissait lentement. Les médecins étaient marres et stupéfaits par sa résilience. Elle veut vivre, disait-il. Elle a une raison de se battre. Cette raison était Alexandre. Alexandre qui visitait sa mère chaque jour, qui lui tenait la main, qui pleurait en réalisant l'horreur de ce qu'elle avait vécu. « Tu n'es pas responsable », murmurait Anastasia. « Tu ne savais pas. J'aurais dû voir. J'aurais dû deviner. Personne ne voit. C'est le but. » Il était brillant dans sa manipulation. Un jour, 3 semaines après l'arrestation, une femme se présenta à l'hôpital. Âgée, 72 ans, cheveux gris, visage marqué par la vie. Elle demanda à voir Suzanne Shipman. L'infirmière, confuse, vérifia. « Vous voulez dire Madame Beaumont ?»« Non, je veux dire ma fille, Suzanne. » Sandy Shipman était devenue de Caroline du Nord. Elle avait vu l'affaire aux informations internationales, avait reconnu les photos, avait su. Après 42 ans, elle avait enfin retrouvé sa fille. La rencontre fut déchirante. Anastasia ne se souvenait de rien, absolument rien, de ses 6 premières années. Édouard avait réussi à effacer sa mémoire, par traumatisme
par manipulation, par destruction méthodique de son identité originale. Mais Sandy avait des photos, des souvenirs, des histoires. Tu aimais les chevaux, dit Sandy en pleurant. Tu voulais devenir vétérinaire. Tu chantais tout le temps. Horribly off-key. But avec tant de joie. Anastasia pleurait aussi, pleurait pour l'enfant qu'elle avait été, pour les 42 ans volés, pour la vie qu'elle n'avait jamais eue. J'ai cherché, dit Sandy. Pendant des années, j'ai embauché des détectives, j'ai appelé la police, j'ai placardé des affiches, mais ils t'avaient si bien caché, changé ton nom tant de fois, traversé l'océan. Ce n'est pas ta faute. Si, je t'ai laissé avec lui. J'ai été en prison pour 30 jours pour des chèques sans provision. 30 jours, et il t'a prise pour toujours. Alexandre observait, réalisant qu'il avait une grand-mère, une vraie grand-mère, pas la fiction aristocratique russe qu'Édouard avait inventée, une femme américaine de classe ouvrière qui avait perdu ses enfants à cause d'un prédateur. Le contraste était brutal. Sandy Chipman portait un cardigan de J.C. Penney, des chaussures confortables de Walmart. Elle vivait avec une pension de 1 200 $ par mois dans un mobile home en Caroline du Nord. Et Édouard lui avait volé sa fille pour en faire une princesse de 180 millions d'euros. Mais ce n'était pas fini. L'enquête révéla autre chose, quelque chose que même Alexandre ignorait. Il y avait eu un autre enfant. Anastasia avait été enceinte en 1985, à seulement 9 ans après le début de sa captivité. Elle avait 15 ans. Édouard en avait 35. Elle avait accouché en secret. Dans une clinique privée en Suisse, l'enfant, un garçon, avait été donné en adoption à un couple riche du Texas. Anastasia ne se souvenait pas. Les médecins pensaient qu'elle avait bloqué le traumatisme. Dissociation totale. Mais les documents existaient dans le coffre-fort, avec tout le reste. Un bébé, adopté, quelque part au Texas, maintenant 33 ans. Le demi-frère d'Alexandre, le fils d'Édouard et de sa victime de 15 ans. La police texane fut contactée, commença à chercher. Le couple adoptif était décédé, mais il y avait des traces, un nom, une piste. Michael, il s'appelait Michael, et quelque part, Michael Marshall, c'était son nom adopté, vivait sa vie, ignorant complètement l'horreur d'où il venait. Alexandre décida de le chercher, de le trouver, de lui dire la vérité. Il a le droit de savoir, dit-il à sa mère. Et s'il ne veut pas savoir, s'il est heureux dans l'ignorance, alors nous respecterons son choix. Mais au moins, il aura eu le choix, pas comme toi. Dans sa cellule de prison, Édouard apprit que Michael était recherché, apprit que tout, absolument tout, était en train d'être révélé. Il sourit, ce sourire froid, terrifiant. « Ils ne trouveront jamais Michael », dit-il à Fontaine. Pourquoi ? Parce que Michael n'existe plus. Le silence qui suivit fut assourdissant. Qu'avez-vous fait ? Ce que j'ai toujours fait, protéger mes secrets, éliminer les problèmes. Fontaine comprit. Michael était mort. Édouard l'avait tué, probablement des années auparavant. Où est le corps ? Quelque part où il ne sera jamais trouvé. Quelque part où les coyotes et le temps ont fait leur travail. Mon Dieu, il n'y a pas de Dieu dans cette histoire, Maître Fontaine. Il n'y a que des choix et des conséquences. Et avec cette phrase, Édouard Beaumont scella définitivement son destin. Non seulement un monstre, mais un monstre sans remords, sans regret, sans humanité. Quand la police est arrivée au domaine Beaumont pour la perquisition complète, 4 avocats les attendaient. Costumes Brioni, mallettes Berluti, sourire glacial. Ça aurait dû être le premier signe. Les innocents ne barricadent pas leur château derrière un mur d'avocats. Mais les Beaumont n'avaient jamais été innocents. Ils avaient juste été protégés. L'inspecteur principal Moreau avait 28 ans de carrière. Il avait vu des scènes de crime dans des caves sordides, des parkings souterrains, des ruelles puantes. Jamais dans un salon où le canapé coûtait 120 000 €. Le domaine fut mis sous scellé. Police scientifique partout, photographiant chaque pièce, collectant chaque document, saisissant chaque ordinateur, téléphone, tablette. Les caves à vin contenant des bouteilles valant collectivement 15 millions d'euros furent toutes fouillées. Derrière une fausse paroi dans la cave la plus ancienne, ils trouvèrent un coffre-fort secondaire. À l'intérieur, des passeports. 17 passeports différents, tous avec la photo d'Édouard, tous avec des noms différents. Français, américain, suisse, britannique. Brandon Williams, Claude Fontaine,
Edward Sutton, Franklin Floyd, 40 ans de fausses identités méticuleusement conservées et autre chose. Des photos, des centaines de photos d'Anastasia, Suzanne à travers les années, de 6 ans à 42 ans. Un catalogue photographique complet de sa captivité, comme un album de famille. Sauf que c'était l'album d'un kidnappeur documentant sa victime. Les enquêteurs qui visionnèrent sur ces photos durent prendre des pauses. Certains pleurèrent. Une jeune lieutenant vomit parce que les photos racontaient diable l'histoire. Une petite fille souriante devenant progressivement une adolescente aux yeux morts. Puis une jeune femme au sourire forcé. Puis une mondaine parfaite. Mais si on regardait ses yeux, on voyait le vide. Il l'a détruite, dit Moreau à son équipe, méthodiquement, sur 36 ans, et il l'a documentée, comme un collectionneur documente ses acquisitions. Le personnel du domaine fut interrogé. 23 employés, gouvernantes, jardiniers, sommeliers, chauffeurs, cuisiniers. Tous avaient donné des contrats incluant des clauses de confidentialité draconiennes. Ce qui se passe au domaine reste au domaine. Violation, plaque à poursuite légale, plus dommages de 500 000 €. Le silence avait été acheté, garanti par contrat. Mais maintenant, face à la police, face à la réalité des crimes, les langues de dit se délièrent. Pierre, le chauffeur depuis 12 ans, raconta les voyages étranges. Il me faisait conduire madame à des rendez-vous médicaux, mais jamais le même médecin 2 fois, et elle revenait toujours avec des prescriptions. Anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères. Vous pensiez qu'il la droguait? Je ne pensais pas, je savais. Mais que pouvais-je faire? J'ai une famille, j'ai besoin de ce travail. Marguerite, l'héroïne malgré elle, donna 14 heures de témoignage. Détailla 18 ans d'observation, les nuits où Anastasia pleurait, les fois où Édouard devenait violent, jamais physiquement, trop intelligent pour ça, mais psychologiquement, les humiliations subtiles, le contrôle total. Il choisissait ses vêtements, ses amis, ses activités. Elle ne pouvait rien faire sans permission. Et quand elle essayait de résister, quoi? Il menaçait Alexandre, disait qu'il le déshériterait, qu'il révélerait son problème de drogue publiquement, qu'il détruirait son avenir. Elle restait pour protéger son fils. Elle restait parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Pas d'identité réelle, pas d'argent à elle. Tout était à lui. Elle était prisonnière dorée. Les comptes bancaires révélèrent autre chose. Édouard avait 3 ensembles de livres. Officiels pour les impôts, semi-officiels pour les partenaires commerciaux et réels, cachés dans des banques offshore. Les vrais comptes montraient 8,4 millions d'euros virés à des consultants, inexistants 3,2 millions pour des services de sécurité. Le détective privé et ses associés 1,7 million en paiement régulier à des adresses en Suisse, Panama, Singapour. Argent de chantage, argent de silence, argent pour faire disparaître des problèmes. L'enquête s'étendit internationalement. Interpol fut contacté, le FBI américain, pour les crimes originels de 1962 et l'enlèvement de Suzanne. C'est le FBI qui découvrit la piste de Michael. L'adoption avait été faite via une agence privée au Texas. Couple riche, John et Patricia Marshall, décédés en 2010 dans un accident de voiture. Mais Michael avait existé, diplômé de l'Université du Texas en 2010, licence en informatique. Puis, rien. Aucune trace après 2010. Pas d'impôt, pas de permis de conduire, pas de compte bancaire, pas de carte de crédit, comme s'il avait disparu. L'agent spécial Rodriguez, du bureau FBI de Houston, appela Moreau. On a un problème. Le couple Marshall est mort dans des circonstances suspectes. Leur voiture a quitté la route sur une autoroute déserte. Pas d'alcool, pas de drogue. Frein parfaitement fonctionnel, selon le rapport d'origine. Vous pensez que Beaumont? Je pense que 3 semaines avant leur mort, John Marshall avait contacté un généalogiste. Voulait retrouver la famille biologique de Michael. Michael avait des questions, voulait des réponses. Et Édouard l'a appris, précisément. Les enquêteurs reconstituèrent. En septembre 2010, Michael Marshall avait 25 ans, diplômé, brillant en informatique, curieux de ses origines. John Marshall avait engagé un généalogiste. Le généalogiste avait commencé à creuser, avait trouvé des traces menant en France, au domaine Beaumont, avait contacté Édouard discrètement, confirmé information pour client. Naissance 1985, clinique Genève. Mère, Anastasia Volkonski. Édouard avait paniqué. 2 semaines plus tard, les Marshall mouraient.
3 jours après, Michael Marshall disparaissait. Où se mettait le corps? Demanda Rodriguez à Moreau. Beaumont a dit « quelque part où les coyotes ont fait leur travail. Texas probablement. Zone désertique. Big Bend peut-être. Des milliers de kilomètres carrés. Les recherches commencèrent. Équipe de recherche. Chiens. Drones. Technologie de détection thermique. Rien. Après 8 ans, dans un désert texan, il ne restait plus rien. Michael Marshall était une victime invisible, un secret parfaitement enterré. Mais Edward avait fait une erreur. Une seule. Il avait gardé le téléphone de Michael, comme un trophée, dans le coffre-fort avec les passeports. Un iPhone 4 de 2010, éteint depuis 8 ans. Mais les données sont éternelles. Des techniciens du FBI réussirent à l'allumer, à extraire les données. Message entre Michael et John Marshall. Michael découvrant qu'il était adopté, voulant trouver sa mère biologique. Papa dit qu'elle est en France, dans une famille importante, peut-être qu'elle me cherche aussi. Puis un message final, envoyé à 22h34 le 4 octobre 2010, quelqu'un à la porte, un Français, dit qu'il vient de la part de ma mère. Enfin, le message ne fut jamais lu. Michael n'envoya plus jamais rien. Edward, ou quelqu'un envoyé par Edward, était venu, avait dit les bons mots. Michael, innocent et enthousiaste, avait ouvert sa porte et n'avait plus jamais été revu. Dans la salle d'interrogatoire de la prison de Gradignan, Moreau confronta Edward avec le téléphone. Michael vous faisait confiance. Edward ne répondit pas. Il pensait vous rencontrer. Pensait rencontrer sa famille? Silence. Où est son corps? Je n'ai rien à dire. Vous avez tué un jeune homme de 25 ans. Brillant, innocent. Votre propre fils. Fils biologique, corrigea Edward calmement. Pas mon fils. Juste un problème. Un problème qui menaçait tout. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Vous l'avez éliminé. Exactement. Le magnétophone tournait, les avocats hurlèrent que c'était inadmissible, que leur client était sous pression, que, trop tard, Edward Beaumont venait d'avouer le meurtre de Michael Marshall, froidement, sans émotion, comme on discute de l'élimination d'une mauvaise bouteille de vin. Pourquoi ? Demanda Moreau. Vous aviez déjà tout, l'argent, le pouvoir, le respect. Pourquoi continuer? Edward le regarda, et pour la première fois, montra quelque chose qui ressemblait à une émotion, de la fierté. Parce que je pouvais, parce que pendant 40 ans, personne ne m'a arrêté. Parce que l'argent, le pouvoir, le nom Beaumont, ça m'a rendu intouchable. Ou du moins, je le croyais. Il sourit, ce sourire glacial. Mais vous savez quoi, inspecteur? Je ne regrette rien. Pas Suzanne, pas Michael, pas Mercier. Ils étaient diamants tous des obstacles. Et les obstacles doivent être éliminés. C'est ainsi qu'on bâtit un empire. Moreau sortit de la salle d'interrogatoire, dut prendre l'air. Respirer. 28 ans de carrière et il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi froid, d'aussi dépourvu d'humanité. Le monstre n'était pas caché derrière un masque de respectabilité. Le monstre était la respectabilité. C'était ça, le vrai visage du pouvoir absolu. Et pendant ce temps, dans une chambre d'hôpital à Bordeaux, Anastasia Suzanne regardait les informations, voyait son visage partout, sa vie exposée, son calvaire déballé pour les caméras. « Comment je vais survivre à ça ?» demanda-t-elle à sa Alexandre. « Ensemble, répondit-il. On va survivre ensemble. » Mais Suzanne savait mieux. Elle avait survécu à 36 ans avec Edward. Survivre au regard du monde entier serait presque aussi dur. Les riches croient que leur argent achète la vie privée, qu'il achète le silence, qu'il achète l'oubli. Parfois, il achète juste une scène de crime plus élaborée, avec plus de preuves, plus de témoins, plus de façons de se faire prendre, plus de monde pour assister à la chute. Les 72 heures suivantes furent un effondrement en accéléré, comme regarder une dynastie s'effriter image par image. Lundi matin, 7h34, Le Monde publie l'affaire Beaumont, 40 ans de crimes derrière le prestige viticole. 8 pages, photos, chronologie, témoignages. Les vignobles du domaine, qui vendaient d'environ 15 000 € la caisse aux collectionneurs chinois, voyaient leurs commandes annulées en masse. Hong Kong, Shanghai, Tokyo, tous envoyaient des emails identiques. Compte tenu des circonstances, lundi 11h, le conseil d'administration du domaine Beaumont se réunit d'urgence. 9 membres, tous vieil argent, tous horrifiés. Vote unanime. Edward Beaumont est suspendu de toute fonction. Son nom sera retiré des étiquettes. Le domaine sera rebaptisé. Château Saint-Laurent, peut-être. Quelque chose de neutre.
quelque chose sans tache. Alexandre, héritier présumé, est convoqué. Voulez-vous maintenir votre position dans l'entreprise familiale? Alexandre regarde ces hommes qui avaient bamodiné avec Édouard pendant des décennies, qui avaient mis trinqué avec lui, qui n'avaient jamais posé de questions. Non, dit-il simplement. Vendez tout, je ne veux rien qui porte cette malédiction. Le conseil est stupéfait. Vous parlez de 180 millions d'euros, de 4 générations d'héritage. Je parle de sang, répond Alexandre. De sang sur chaque bouteille, de souffrance dans chaque vigne. Vendez, donnez l'argent aux victimes, à ma mère, à la famille de Mercier, à quiconque Édouard a blessé. Lundi 16h, le Jockey Club révoque l'adhésion d'Édouard Beaumont. Procédure d'urgence. Vote à bulletin secret, unanime. Le Cercle de l'Union fait de même. Puis le Racing Club de France, puis le Polo de Paris. Chaque institution élitiste dont Édouard était membre l'efface, comme s'il n'avait jamais existé, comme si son argent n'avait jamais compté. Parce que dans leur monde, il y a des choses pires que d'être pauvre. Il y a d'être disgracié. Mardi matin, une femme se présente à la police. Marie-Thérèse Dubois, 68 ans. Elle avait travaillé comme gouvernante pour Édouard dans les années 80, à Nice. J'ai vu des choses, dit-elle. Une petite fille, elle avait peut-être 8-9 ans. Il l'appelait Tania, elle avait peur de lui. Je le voyais dans ses yeux. Pourquoi n'avez-vous jamais parlé? Il m'a payé 50 000 francs. En 1983, c'était une fortune. Il m'a dit, oublie ce que tu as vu, ou tu le regretteras. J'ai pris l'argent. Je me suis tue. Elle pleure. Je savais, j'ai toujours su, et je n'ai rien fait. Je suis aussi coupable que lui. Non, dit l'inspecteur Moreau. Vous étiez terrorisé, acheté. Il était expert en ça. Marie-Thérèse n'était pas la seule. 6 autres anciens employés se manifestent, tous avec des histoires similaires, tous payés pour se taire, tous rongés par la culpabilité pendant des décennies. Mardi après-midi, les comptes bancaires d'Édouard sont gelés, tous. France, Suisse, Panama, îles Caïmans, 182 millions d'euros bloqués, en attente de résolution légale. Les avocats déposent des requêtes d'urgence. Notre client a des frais légaux, des obligations. Le juge, votre client a tué des gens. Ces frais légaux ne sont pas ma priorité. Mercredi matin, 6h15, un nouveau témoin. Celui-ci fait exploser tout. Un ancien policier texan à la retraite. Il avait travaillé sur l'accident des Marshall en 2010. Ça puait, dit-il. L'accident puait, mais on m'a dit de classer. Famille riche. Enquête discrète. Pas de scandale. J'ai obéi, mais j'ai gardé vos notes. Toutes mes notes. Ces notes mentionnent un homme, français, vu près de la maison des Marshall 3 jours avant l'accident. Conduite une voiture de location, payée avec une carte de crédit au nom de Claude Fontaine, un des alias d'Édouard. Le FBI rouvre officiellement l'enquête Marshall, demande l'extradition d'Édouard vers les États-Unis. Maître Fontaine, le vrai, l'avocat, explique à son client « Vous êtes face à des charges aux États-Unis maintenant. Meurtre au 1er degré. 2 fois, ils ont la peine de mort au Texas. » Édouard hausse les épaules. Qu'ils essaient, je ne serai jamais extradé. La France ne livre pas ses citoyens. Sauf que vous n'êtes pas vraiment citoyen français, n'est-ce pas? Vos papiers de naturalisation sont frauduleux, basés sur une fausse identité. Pour la première fois, Édouard pâlit. Mercredi 14h. La nouvelle tombe comme un couperet. Le statut de citoyen français d'Édouard Beaumont est révoqué, rétroactivement, basé sur fraude documentaire. Il est maintenant Franklin Delano Floyd, citoyen américain. Fugitif depuis 1973, l'extradition est approuvée. Les avocats se battent, déposent un appel, puis appel d'appel. Mais c'est une bataille perdue. Jeudi, le domaine Beaumont s'est mis en vente. Vente forcée, 120 hectares, château, cave, tout, prix demandé, 95 millions d'euros. Pas un seul acheteur français ne manifeste d'intérêt. Le nom est maudit. Personne ne veut être associé. Finalement, un consortium chinois fait une offre. 52 millions. À prendre ou à laisser. Le conseil, désespéré, accepte. 170 ans d'histoire familiale. Vendu pour un tiers de la valeur. À des étrangers qui ne connaissent pas l'histoire. Qui s'en fichent. Les nouveaux propriétaires arrivant sont en novembre. Première décision, retirer tous les portraits de famille, tous, les brûler. Nouveau départ, disent-ils, aucune trace de l'ancien. Vendredi, Anastasia Suzanne sort de l'hôpital, physiquement guérie, psychologiquement, ça prendra des années.
des décennies peut-être. Les journalistes l'attendent. Des dizaines, caméras, micros, questions hurlées. Comment vous sentez-vous? Allez-vous témoigner? Pardonnez-vous votre ravisseur? Alexandre la protège, la conduit à une voiture. Vitres teintées, direction inconnue. Ils ne vont pas à l'appartement avenue Foch. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Ils vont chez Sandy Chipman, la vraie mère, qui a loué un petit appartement à Bordeaux pour être près de sa fille retrouvée. 2 pièces, modestes, pas de marbre, pas de baccarat, pas de vue sur monument historique. Mais c'est la première fois, en 36 ans, que Suzanne se sent vraiment en sécurité. « Je ne me souviens pas de toi, » dit Suzanne en pleurant. « Je voudrais tellement, mais tout est de vide. Avant 12 dents, c'est juste, noir. On va créer de nouveaux souvenirs, » répond Sandy. « On a perdu 36 ans, mais on a peut-être encore 30 ans devant nous. C'est un début. » Alexandre observe sa mère et sa grand-mère. 2 femmes que le destin avait séparées, réunies tollées par l'horreur exposée. Il pense à Édouard, à l'héritage qu'il a refusé, aux 180 millions qu'il a rejetés. « J'ai bien fait ?» demande-t-il à Suzanne. « Tu as fait ce qu'il fallait, » répond-elle. « Cet argent est sale, il ne pourrait jamais acheter le bonheur. Il n'a acheté que souffrance. » Ce soir-là, les informations montrent le domaine Beaumont. Vide, en vente, symbole d'une dynastie effondrée. Un journaliste commente « L'affaire Beaumont nous rappelle que derrière les façades les plus prestigieuses peuvent se cacher les secrets les plus sombres, que la richesse ne protège pas de la justice, que les victimes, même 36 ans plus tard, peuvent encore parler, peuvent encore être entendues. Mais ce qu'il ne dit pas, ce que personne ne dit, c'est combien de personnes ont fermé les yeux, combien d'employés ont vu et se sont tus, combien d'amis ont remarqué des signes étranges et ont choisi de ne pas poser de questions, combien de fois la société polie a préféré les apparences à la vérité. L'affaire Beaumont n'était pas juste l'histoire d'un monstre, c'était l'histoire d'un système qui l'avait protégé, d'un monde où le silence était acheté, où la respectabilité était un bouclier, un système qui, finalement, s'était effondré. Mais combien d'autres Édouard étaient pour et toujours là-bas, protégés par leur fortune, par leur nom? Combien de Suzanne souffraient-elles encore, prisonnières de cages dorées? La question restait sans réponse, mais au moins, cette fois, une victime avait été libérée et un monstre allait payer. Enfin, la vérité, c'est que dans les familles d'élite, tout le monde sait tout. Ils font juste semblant de ne pas savoir, parce que savoir officiellement signifierait devoir agir. Et agir signifierait détruire l'image, la dynastie, le nom. Alors ils regardent ailleurs. Ils sourient mis pour les photos et ils espèrent comme que les secrets resteront enterrés. Mais Suzanne Chipman avait refusé de rester enterrée, et sa vérité allait forcer tout un monde à regarder ce qu'il avait ignoré. Le procès commença en mars 2019, 4 mois après l'arrestation. Le palais de justice de Bordeaux n'avait jamais vu tel cirque médiatique. 300 journalistes accrédités, caméras de 47 pays, le monde entier regardait. Édouard arriva menotté. Il avait maigri, vieilli. La prison ne lui réussissait pas. Plus de costume Brioni, juste le survêtement réglementaire. Plus de Patek Philippe. Juste une montre plastique bon marché. Mais son regard restait froid, calculateur, arrogant. Il plaida non coupable sur tous les chefs d'accusation. Mon client maintient qu'il a sauvé Suzanne Chipman d'une mère négligente, déclara Maître Fontaine, qu'il lui a donné une vie de privilèges et d'opportunités, que leurs relations ultérieures étaient consensuelles. Les murmures indignés remplirent pour la salle. Le procureur, Madame Lefebvre, répondit « Monsieur Beaumont, ou devrais-je dire Monsieur Floyd, a kidnappé une enfant de 6 ans, l'a privée de son identité, l'a agressée pendant des années, a détruit sa psyché et ose maintenant prétendre qu'il l'a sauvée. » Les premiers témoins furent les experts psychologues. Dr Rousseau, spécialiste des traumatismes. Suzanne Chipman présente tous les signes du syndrome de Stockholm extrême. Elle a été conditionnée pendant 36 ans à croire qu'Édouard était sa seule source de sécurité, qu'elle lui devait tout. C'est une manipulation psychologique d'une sophistication rare. Expliqué au jury. Imaginez un enfant de 6 ans arraché à sa mère, placé dans un environnement entièrement nouveau, où on lui dit constamment que son ancienne vie était mauvaise, que sa mère était mauvaise, que son sauveur est Édouard. Et si elle résiste, punition psychologique, isolation, menace voilée. Puis, quand elle accepte,
récompense, affection, cadeau. C'est un conditionnement pavlovien appliqué à un être humain. Et le mariage à 24 ans, à ce stade, Suzanne n'avait plus de volonté propre. Elle était complètement sous son contrôle. Le mariage était la formalisation juridique de ce qu'il avait déjà accompli psychologiquement, sa possession totale. Édouard écoutait, impassible. Le docteur Rousseau continua. Ce qui était particulièrement pervers, c'est qu'Édouard lui a donné une vie de luxe apparent. Le château, les vêtements de designer, l'argent. Ça rend sa prison invisible aux autres. Personne ne voit les barreaux quand ils sont en platine. Puis vint le témoignage de Suzanne elle-même. Elle monta à la barre, fragile, mais déterminée. Habillée simplement, jupe et chemisier Gap, pas Chanel, aucun bijou, cheveux naturels, sans le coiffeur à 800 €. C'était la première fois qu'elle se présentait publiquement comme Suzanne. Pas Anastasia, pas la mondaine parfaite, juste Suzanne, la survivante. « Racontez-nous votre premier souvenir », dit le procureur. « J'ai 12 ans, nous sommes à Lyon. Il me dit que je m'appelle Charon, que mes parents sont morts dans un accident, que je dois oublier mon ancienne vie. Aucun souvenir avant. Non, c'est comme si les 6 premières années n'existaient ni pas. Les psychologues disent d'eux que le traumatisme les a effacés, que mon cerveau s'est protégé en oubliant. Quand avez-vous réalisé que quelque chose n'allait pas ?» Suzanne hésite. « Vers 15 ans, j'ai commencé à avoir des cauchemars. Une femme qui criait mon nom, mais pas Charon, un autre nom. Suzanne, qu'a-t-il fait? Il m'a emmené voir un psychiatre. Celui-ci m'a prescrit des médicaments pour stabiliser mon humeur. Les cauchemars ont cessé. Tout a cessé. J'étais engourdi. Combien de temps avez-vous pris ces médicaments? 20 ans, jusqu'à ce qu'Alexandre découvre et me force à arrêter. Le jury écoutait, horrifié. Parlez-nous du mariage. J'avais 24 ans. Il m'a dit que c'était nécessaire pour que je puisse hériter, pour protéger ma position sociale. J'ai signé les papiers. Je ne me souviens pas de la cérémonie. J'étais ailleurs, dissocié. Les psychologues appellent ça comme ça. Moi, j'appelle ça survivre. Quand la réalité est insupportable, vous vous échappez dans votre tête. Et Alexandre, pour la première fois, Suzanne sourit légèrement. Alexandre, et c'est la seule chose belle qui soit sortie de cet enfer. Mon fils, mon ancre. La raison pour laquelle je suis resté en vie toutes ces années. Édouard la regardait. Pour la première fois, quelque chose passa sur son visage. Pas du remords, plutôt de la possessivité, comme si elle restait sa propriété même maintenant. Le procureur continua. « Quand avez-vous réalisé que vous n'étiez pas Anastasia Volkonsky ?» Ou 2018, Alexandre a trouvé des documents, mon vrai acte de naissance, des photos de moi, enfant, avec une femme que je ne reconnaissais pas, ma vraie mère. Comment avez-vous réagi? J'ai vomi, puis j'ai pleuré pendant 3 heures, puis je me suis engourdi à nouveau. C'était trop énorme. Toute ma vie était un mensonge. Pourquoi avez-vous cherché dans son coffre-fort cette nuit d'octobre? Parce que j'avais besoin de preuves. J'avais besoin de savoir avec certitude, et j'avais besoin de m'échapper, de le faire arrêter avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Vous pensiez qu'il était capable de meurtre? Je le savais. J'avais entendu des choses, des conversations téléphoniques, des menaces voilées. Les problèmes se règlent discrètement, disait-il. Je savais ce que ça signifiait. Et pourtant, vous êtes resté. Suzanne regarda le jury. Où aurais-je pu aller? Je n'avais pas d'identité réelle, pas d'argent à moi, pas de compétences professionnelles. J'avais été élevée pour être décorative, pas productive. Et surtout, j'avais Alexandre. S'il découvrait que j'essayais de partir, elle ne finit pas. Pas besoin. La défense contre-interrogea, tenta de la déstabiliser. N'est-il pas vrai que vous viviez dans un luxe extraordinaire? Oui, château, voiture, bijoux, voyage. Oui, alors n'était-ce pas finalement un arrangement convenable? Suzanne le regarda et dit d'une voix claire, forte. J'aurais préféré vivre dans un mobile home avec ma vraie mère que dans un château avec mon kidnappeur. La richesse ne compense pas le viol. Le prestige ne guérit pas le traumatisme. L'argent n'achète pas mon humanité volée. Le silence tomba sur la salle. Puis vint le témoignage d'Alexandre. « Je suis le résultat d'un viol », dit-il simplement. Ma mère avait 17 ans, lui 47. C'était un viol, je ne me fais pas d'illusions. Comment vivez-vous avec ça, en reconnaissant que je ne suis pas responsable des crimes de mon père biologique?
que je peux choisir qui je veux être. Et je choisis d'être le fils de Suzanne Shipman, pas l'héritier d'Édouard Beaumont. Vous avez renoncé à 180 millions d'euros d'héritage. J'ai renoncé à du sang monnaie. Ça n'a jamais été de l'argent propre. Chaque euro portait des empreintes de victimes. La défense tenta, n'êtes-vous pas simplement un fils en colère, cherchant à punir votre grand-père? Je suis un fils cherchant la justice pour sa mère. Il y a une différence. Les témoignages continuèrent pendant 6 semaines. Marguerite, décrivant 18 ans d'observation horrifiée, les autres employés, leur culpabilité et leur complicité passive, les experts comptables traçant les paiements aux tueurs à gages, le détective privé ayant accepté l'immunité, décrivant comment Édouard commanditait des solutions permanentes à ses problèmes, les enquêteurs texans présentant les preuves sur les Marshall et Michael, pièce par pièce, témoignage par témoignage. Le portrait d'un monstre se formait, pas un monstre impulsif, mais calculé, patient, méthodique. Un homme qui avait passé 40 ans à construire une façade de respectabilité tout en détruisant des vies derrière. Un homme qui avait utilisé son intelligence, sa richesse, son statut pour commettre des crimes que d'autres ne pourraient jamais imaginer. Et le plus effrayant, il n'était pas fou. Les psychiatres l'avaient évalué, pleinement sain d'esprit, capable de distinguer le bien du mal. Il savait, il comprenait, il choisissait le mal de toute façon, parce qu'il le pouvait, parce qu'il était intouchable, jusqu'à maintenant. Les tribunaux français ne sont pas impressionnés par l'argent, du moins pas officiellement. Mais un accusé qui arrive avec 6 avocats, Hermès, tous plus chers les uns que les autres, attire l'attention, le mauvais genre d'attention, parce que ça ressemble à de l'arrogance, à la conviction que les règles ne s'appliquent pas. Et les juges français détestent l'arrogance. Le procès dura 3 mois, le délibéré seulement 4 heures. Le verdict tomba le 15 juin 2019. La salle était bondée. Suzanne était là, main dans celle d'Alexandre. Sandy Shipman à sa gauche, Marguerite derrière eux. Édouard se tenait droit, costume fourni par l'État, premier costume non-designer en 40 ans. Il gardait son expression neutre, contrôlée, mais ses mains tremblaient légèrement. Le juge commença sur le chef d'accusation d'enlèvement de mineurs, Suzanne Shipman, en 1982, coupable, agression sexuelle sur mineurs, coupable, séquestration, coupable, falsification de documents officiels, coupable, tentative de meurtre sur Anastasia Beaumont, née Suzanne Shipman, coupable, meurtre de Philippe Mercier, coupable. Chaque mot tombait comme un couperet. Édouard ne bronchait pas, ne montrait rien. Concernant les accusations américaines de meurtre de Michael Marshall et John et Patricia Marshall, nous transmettons à la juridiction texane. L'extradition est approuvée et sera exécutée après que l'accusé aura purgé sa peine française. Le juge continua. Monsieur Floyd, car c'est votre vrai nom, vous avez passé 40 ans à construire un mensonge, une façade de respectabilité derrière laquelle vous avez commis des crimes monstrueux. Vous avez volé l'enfance d'une petite fille, détruit son identité, fait d'elle une prisonnière dans une cage dorée que le monde enviait. Vous avez commandité des meurtres avec la même désinvolture qu'on commande du vin dans un restaurant. Vous avez cru que votre fortune, votre nom, votre position vous rendaient intouchable. Le juge le regarda directement. Vous aviez tort. La sentence de cette cour, prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Vous avez 68 ans, vous mourrez en prison. Suzanne pleura, pas de soulagement, de libération. Le cauchemar était enfin, officiellement, terminé. Édouard fut emmené. Il se retourna une fois, regarda Suzanne et sourit. Ce sourire froid, comme s'il avait gagné quelque chose, comme si sa destruction finale était une victoire. Alexandre dut retenir sa mère pour l'empêcher de se jeter sur lui. Mais la vraie sentence n'était pas légale, c'était social. Le nom Beaumont était devenu synonyme d'horreur. Dans les cercles élitistes de Paris, de Bordeaux, de toute la France, il était devenu un avertissement. Ne soyez pas comme les Beaumont. Pas un jugement moral. Moral, ils s'en fichaient, mais pratique. Les Beaumont avaient fait l'erreur de se faire prendre, de laisser le scandale devenir public. C'était ça, le vrai crime dans leur monde. Le domaine, maintenant, Château Saint-Laurent.
prospérait sous ses nouveaux propriétaires chinois. Ils avaient tout rebaptisé, effacé toute mention de la famille Beaumont. Comme si 170 ans d'histoire n'avaient jamais existé. Les vignobles produisaient encore du vin excellent, mais sans le nom Beaumont, les prix avaient chuté de 70%. Le prestige était parti, le nom était la moitié de la valeur. Suzanne, elle, commençait à reconstruire. La thérapie, 5 fois par semaine, PTSD complexe, dissociation, dépression, l'arsenal complet des traumatismes. Elle changeait légalement son nom, plus Anastasia Beaumont-Volkonski, juste Suzanne Shipman, son vrai nom. Son identité volée enfin récupérée. Elle déménagea, loin de Bordeaux, loin des vignobles, loin des souvenirs. Un petit appartement à Toulouse, modeste, anonyme, où personne ne la reconnaissait, où elle pouvait être juste Suzanne, une femme de 43 ans apprenant à vivre pour la première fois. Sandy déménagea avec elle. « J'ai perdu 36 ans avec toi, dit-elle. Je ne vais pas perdre un jour de plus. » Elle cuisinaient ensemble, regardaient des films stupides, marchaient dans le parc, des choses de normales, banales, précieuses. Alexandre visitait chaque semaine. Il avait trouvé un travail, pas dans le vin, jamais plus dans le vin, dans une organisation non gouvernementale, aide aux victimes de trafic humain. « Je transforme la malédiction en quelque chose d'utile, expliquait-il. Il rencontra une femme, Sophie, psychologue. Elle connaissait son histoire, l'acceptait. « Tu n'es pas défini par les crimes de ton père, lui disait-elle. Je sais, mais je suis défini par ma réponse à ces crimes. » En février 2020, une lettre arriva de la prison de Fresnes, d'Édouard. Suzanne hésita à l'ouvrir. Finalement, Alexandre le fit pour elle. La lettre disait « Suzanne, tu étais mon œuvre d'art, ma création parfaite. J'ai pris une enfant quelconque, et en effet une princesse. J'ai créé Anastasia de mes mains. Tu me dois tout, ton élégance, ta culture, ta beauté. Sans moi, tu serais une nobody de Caroline du Nord. Au lieu de ça, tu as été une mondaine parisienne, admirée, enviée. Je ne regrette rien. Tu m'appartenais, tu m'appartiens toujours. Même en prison, je suis plus puissant que tu ne le seras jamais. » Et Alexandre brûla la lettre. Suzanne ne la lut jamais. « Il essaie toujours de te contrôler, » dit Alexandre. « Tentar novament continuar, même d'une cellule. C'est son dernier pouvoir. » « Alors ne lui donnons pas ce pouvoir, » répondit Suzanne. « Il n'existe plus pour moi. Il est juste rien. » Et c'était la vérité la plus libératrice qu'elle avait jamais prononcée. En juin 2020, un an après la sentence, un documentaire sortit. Le monstre de Bordeaux, l'affaire Beaumont. 3 heures. Interview, images d'archives, reconstitution. Il gagne le prix du meilleur documentaire à Cannes. Suzanne ne le regarda jamais, refusa toutes les interviews, toutes les demandes de livres, toutes les offres de films. « Ce n'est pas mon histoire à vendre, » dit-elle, « c'est mon trauma à guérir. » Mais le documentaire eut un effet. 12 femmes se manifestèrent, toutes avec des histoires similaires, prisonnières de mariages élitistes, contrôlées par des hommes riches, trop terrifiés ou trop conditionnés pour partir. L'affaire Beaumont avait ouvert une conversation sur le pouvoir, sur le contrôle, sur comment la richesse pouvait créer des prisons invisibles. Des refuges spécialisés furent créés pour femmes de milieux privilégiés échappant à des situations abusives, avec sécurité de haut niveau, accompagnement juridique, support psychologique. Le premier fut nommé Centre Suzanne Shipman. Quand on lui demanda la permission d'utiliser son nom, Suzanne hésita. « Je ne veux pas être un symbole, vous l'êtes déjà, » répondit la directrice du refuge. « Autant que ça serve quelque chose de bien. » Suzanne accepta. Édouard, lui, vivait sa propre descente. À la prison de Fresnes, il n'était pas un détenu privilégié, juste le numéro 847 362, cellule de 9 mètres carrés, partageant avec un dealer de drogue condamné pour meurtre. Les autres détenus le détestaient. Les agresseurs d'enfants sont toujours au bas de la hiérarchie carcérale. Il fut attaqué 2 fois, une fois au réfectoire, couteau artisanal, blessure superficielle, une fois dans la cour, tabassage par 3 détenus. Il demande à être placé en isolement protégé. Accepté. 23 heures par jour seul. 1 heure de cours, seul aussi. Les avocats cessèrent de venir. Plus d'argent pour les payer. Tous les comptes gelés, répartis entre victimes et réparations. Son appartement avenue Foch, vendu 22 millions. Donné aux œuvres de charité pour victimes de traite humaine. Ses monnaies, aux enchères,
18 millions collectivement, même destination. Ces voitures de collection, vendues, 4 décennies d'accumulation, effacées en quelques mois. En mai 2021, l'extradition vers les États-Unis fut finalement exécutée. Edward, maintenant 71 ans, fut transféré au Texas. Le procès Marshall dura 2 mois. Verdict, coupable de 3 chefs de meurtre au premier degré. Sentence, peine de mort par injection létale. Edward fit appel, puis appel d'appel. La machine judiciaire américaine est lente, mais un jour, l'injection viendra. Et Franklin Delano Floyd, car c'est qui il était vraiment, mourra attaché à une table, devant témoins, regardé par les familles de ses victimes. Pas dans un château, pas entouré de luxe, dans une pièce stérile, sous lumière d'eau fluorescente, comme n'importe quel autre criminel. Parce que c'est ça qu'il était. Pas un aristocrate, pas un titan de l'industrie, un criminel. Banal, pathétique, le masque était tombé, et en dessous, il n'y avait rien d'impressionnant. Aujourd'hui, 5 ans après la condamnation, Edward attend dans le couloir de la mort à Huntsville, Texas. Il a 73 ans, ses cheveux sont blancs, son dos voûté. Il ressemble à ce qu'il est, un vieil homme attendant la mort. Il ne reçoit plus de visites, plus de courriers. Il est oublié par le monde qu'il pensait conquérir. Suzanne, elle, vit à Toulouse. Elle a de 47 ans maintenant. Elle a appris à conduire, première fois de sa vie. Elle a trouvé un travail, bénévole dans un refuge pour femmes. Elle a esmite d'autres survivantes. Elle ne porte plus de designer, juste des vêtements normaux de Zara ou H&M. Elle n'a plus de bijoux, plus de coiffeur à 800 €, plus de vie Instagram parfaite. Elle a une vie réelle, avec des hauts et des bas, avec des jours où sortir du lit est une victoire. Mais c'est sa vie, pour la première fois en 36 ans. Alexandre s'est marié. Sophie et lui attendent un bébé, une fille. Ils l'appelleront Marie. Pas de nom compliqué, pas de prétention aristocratique, juste Marie, simple, honnête. Elle ne connaîtra jamais Édouard, dit Alexandre. Elle ne saura même pas qu'il existe jusqu'à ce qu'elle soit assez âgée pour comprendre le mal. Et alors, je lui dirai, on choisit qui on devient. Les crimes de nos ancêtres ne nous définissent pas, redondent pas. Sandy Chipman, 77 ans maintenant, passe ses journées avec sa fille retrouvée. Elle de rattrape le temps perdu. 36 ans de conversations manquées, de câlins perdus, de moments volés. On ne peut pas récupérer le passé, dit Sandy, mais on peut construire un futur, et c'est exactement ce qu'elles font. Le domaine Saint-Laurent produit maintenant du vin sous marque chinoise. Excellent vin. Les critiques donnent 92 points, mais ça ne se vend jamais au prix Beaumont. Le nom était la moitié de la valeur, et ce nom est mort. Les nouveaux propriétaires ont transformé une aile du château en hôtel de luxe. 2500 € la nuit. Les clients ne savent pas l'histoire. Les brochures ne la mentionnent pas. Château historique rénové avec goût moderne. Les chambres où Suzanne a été prisonnière, suite honeymoon maintenant, ironique. Le bureau où Édouard planifiait ses crimes, bar à whisky, avec 300 bouteilles, rares. La bibliothèque où le journal était caché, salle de lecture tranquille, tout est effacé, blanchi, réinventé, comme si l'horreur n'avait jamais existé. Dans les cercles élitistes parisiens, Beaumont est devenu un verbe. Beaumonter quelque chose signifie créer une façade parfaite cachant la pourriture. Ce n'est pas un compliment. Les familles aristocratiques prennent leur distance. Nous n'avons jamais été proches des Beaumont, disent-elles maintenant. Mensonge collectif. Il y a des photos de galas, de mariages, de business deals, mais la mémoire collective est sélective. Dans la haute société, on oublie ce qui est inconvenant de se rappeler. Un dernier détail hante cette enquête histoire. Michael Marshall, le fils perdu, le frère d'Alexandre, jamais connu. Son corps n'a jamais été retrouvé, malgré des mois de recherche dans le désert texan. Quelque part, sous le soleil implacable, ses restes se sont mêlés à la terre. Alexandre a créé un mémorial, pas au Texas, trop loin, à Toulouse, dans le cimetière municipal. Une pierre simple. Michael Marshall, 1985 à 2010 fils, frère, victime. Tu n'es pas oublié. Alexandre vient chaque mois, dépose des fleurs, parle à ce frère qu'il n'a jamais rencontré. Je suis désolé, murmure-t-il. Désolé que nous ne t'ayons pas trouvé à temps. Désolé que tu sois né dans cette horreur. Désolé, c'est sa façon de porter l'héritage, pas la richesse, pas le domaine, mais le souvenir des victimes. L'affaire Beaumont a changé quelque chose en France.
une loi fut passée en 2020, loi Chipman. Elle facilite les poursuites pour crimes familiaux dans contexte de richesse, retire certaines protections que l'argent fournissait autrefois. Elle crée des mécanismes pour victimes de séquestration dorée. Elle force les institutions, clubs, conseils d'administration, organisations caritatives à avoir des protocoles de signalement. Plus jamais un Beaumont, déclarèrent les législateurs. Belle intention, mais les monstres s'adaptent, trouvent de nouvelles façons de cacher, de contrôler, de détruire. L'argent trouve toujours de nouvelles cachettes. Le pouvoir trouve toujours de nouvelles justifications. Et les victimes, elles doivent y trouver le courage de parler dans un monde qui préfère le silence. Suzanne l'a trouvé. Ce courage, pas immédiatement, pas facilement, mais elle l'a trouvé. Et en parlant, elle a libéré d'autres voix, d'autres Suzanne, d'autres prisonnières de cages dorées. C'est peut-être ça, son vrai héritage. Pas la mondaine parisienne qu'Édouard a créée, mais la survivante qui a refusé de rester silencieuse. Aujourd'hui, novembre 2025, 7 ans après l'arrestation, Édouard Beaumont, Franklin Delano Floyd, attend toujours dans le couloir de la mort. Il a 75 ans. Ses appels sont épuisés. L'injection était programmée pour février 2026. Il ne recevra aucune visite, aucun témoin de son côté. Il mourra comme il a vécu, seul, calculateur, sans remords. Les dernières nouvelles disent mais qu'il a demandé un dernier repas spécifique. Omar Thermidor et Château Margaux, 1995. Même à la mort, il exige le luxe. On lui servira le repas standard. Pas de homard, pas de Margaux, juste ce que tous les condamnés reçoivent. Égalité devant la mort. Suzanne célèbre son 49e anniversaire ce mois-ci. Elle a là des cheveux gris, maintenant. Les assume. Pas de teinture, pas de chirurgie esthétique, pas de combat contre le temps. J'ai gagné chaque ride, dit-elle. Chacune représente une année que j'ai survécue, une année de liberté. Elle est cette grand-mère. Marie a 2 ans. Suzanne la regarde jouer et pleure parfois, de joie, de soulagement. Cette petite fille grandira libre, aimée, protégée. Le cycle est brisé. Alexandre dirige maintenant une organisation internationale. Justice pour survivants de contrôle coercitif. 47 pays, 200 000 membres. Il utilise l'argent récupéré, ce qui restait après réparation, pour financer des refuges, des thérapies, des poursuites judiciaires. Mon père biologique a détruit des vies, dit-il dans ses conférences. Je construis des chemins de sortie pour ceux qui sont encore piégés. Il ne cache pas son histoire, l'utilise comme outil, comme preuve que même les héritiers de monstres peuvent l'en choisir différemment. Le domaine Saint-Laurent prospère. Les touristes viennent, photographient, dégustent, ne savent même pas. Parfois, une gouvernante, nouvelle, ne connaissant pas l'histoire, sent quelque chose d'étrange dans certaines pièces. Un malaise, un froid qui n'est pas physique. Cette maison a des fantômes, murmure-t-elle à ses collègues. Ils rient, mais tous le sentent, tous le savent. Les murs se souviennent, même quand les gens oublient, ce que l'argent ne peut finalement pas acheter, l'innocence perdue. Suzanne ne récupérera jamais ses 6 premières années. Son identité originale, les souvenirs effacés, le temps volé, 36 ans de captivité ne peuvent être compensés par aucune somme. La paix parfaite. Suzanne fait toujours des cauchemars, sursaute au bruit de certaines voix, évite certains parfums qui déclenchent des souvenirs. Les morts ressuscités. Michael reste dans le désert texan. Philippe Mercier est toujours mort. Les Marshall aussi. L'argent peut acheter des avocats, des châteaux, du silence. Mais il ne peut pas acheter l'humanité volée, les âmes de brisées, les vies de détruites. Édouard l'a appris, de la façon la plus dure. Dans une cellule, 9 mètres carrés, attendant une injection qui mettra fin à son existence. Tous ses millions, son pouvoir, son nom, ses connexions, inutiles face à la vérité, face à la justice, face à la fin inévitable. L'histoire que je vais vous montrer maintenant est encore plus sombre. Plus d'argent, non pas des millions, mais des milliards. Plus de pouvoir, des connexions jusqu'au plus haut niveau de l'État français. Plus de mensonges, 40 ans de dissimulation absolue, jusqu'à ce qu'une facture de téléphone révèle tout. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant. L'affaire de la Croix va redéfinir votre compréhension de ce que l'élite française est capable de cacher. Et si vous voulez continuer à voir
Derrière les façades parfaites de la haute société, abonnez-vous. Rejoignez les 154 000 personnes qui savent que les meilleures histoires sont celles qu'ils ne veulent pas que vous entendiez. Nouveau cas chaque mercredi. Activez les notifications parce que ce qui vient est encore plus impensable. Je vous retrouve dans le prochain scandale, dans la prochaine vérité cachée, derrière des grilles d'enfer forgées et des sourires de diamants. À très bientôt.